Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis Strasbourg. Je voudrais revenir avec vous sur un élément de l'agenda de cette session plénière. Vous avez tous entendu parler du Qatargate. Qu'est-ce que c'est que le Qatargate? C'est une affaire qui n'est pas encore jugée, parlons-en au conditionnel, dans laquelle un État aurait utilisé des moyens de corruption pour obtenir un soutien de la part de parlementaires européens dans divers cas où son intérêt était en jeu, en l'occurrence le Qatar, qui aurait corrompu des députés pour pouvoir obtenir une facilitation pour les visas ou bien tout simplement des jugements enthousiastes sur sa politique sociale au moment où il organisait la Coupe du Monde et peut-être évidemment, puisque nous parlons du Qatar, quelques avancées idéologiques. Ce n'est sans doute pas innocent s'il nous a fallu combattre au cours des dernières années contre les publicités financées par la Commission européenne pour dire que la joie est dans le hijab. Il y a donc des ingérences étrangères qui cherchent à s'exercer sur l'Union européenne. Ce n'est bien sûr pas un secret, mais ces ingérences étrangères, elles passent bien souvent, c'est le cas dans l'affaire du Qatargate, par un point de vulnérabilité qui est bien peu souvent abordé, qui est celui des ONG. Dans le cas du Qatargate, les fonds auraient été délivrés à travers une ONG créée par un ancien parlementaire socialiste et d'anciens collaborateurs parlementaires socialistes, une ONG qui distribuait les valises de billets ou qui les aurait distribuées et de le nom ironiquement était Fight Impunity, combattre l'impunité. Bien souvent, ceux qui parlent le plus de morale ne sont pas ceux qui la pratiquent le mieux. En l'occurrence, les ONG sont un point de vulnérabilité dans des cas d'ingérence qui sont bien plus sophistiqués. Le Qatargate, c'est un peu la corruption pour les pieds nickelés. Mais quand on veut exercer une influence déterminée sur l'Union européenne, il est beaucoup plus habile de passer par des moyens qui sont souvent plus massifs mais moins visibles. Et on peut penser par exemple au fait que pendant très longtemps, prenons cet exemple simple, la politique de l'énergie, pendant très longtemps, le premier mécène de beaucoup d'associations environnementales, d'ONG qui militent pour la sortie du nucléaire, par exemple, en Allemagne, le premier mécène de beaucoup de ces associations était le gazoduc Nord Stream 2, qui, détenu en particulier par Gazprom, le géant gazier russe, faisait venir du gaz de la Russie vers l'Allemagne. Évidemment, si vous avez envie de vendre plus de gaz à l'Allemagne, de rendre l'Europe plus dépendante de votre gaz, vous avez tout intérêt à ce que l'Allemagne sorte du nucléaire et donc vous avez tout intérêt à alimenter le lobbying antinucléaire en Allemagne et dans les pays européens. Là, nous parlons de sommes qui sont massives et nous parlons de buts qui ont été atteints, puisqu'au terme d'années, de décennies de combats antinucléaires, les écologistes allemands ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient dans le débat interne à l'Allemagne. Ils ont réussi à obtenir que l'Allemagne décide d'éteindre toutes ses centrales nucléaires. Et si la guerre en Ukraine n'avait pas commencé, eh bien aujourd'hui, la Russie serait massivement en train d'alimenter l'énergie allemande. C'était une des raisons pour lesquelles, au fond, peut-être les Européens se sont aveuglés sur la nature de cette stratégie. Chose étrange pourtant, lorsque nous essayons de mettre cette question sur la table, eh bien nous avons affaire à des résistances massives de la part de la gauche, mais aussi de la part de nos amis macronistes qui ne veulent pas entendre parler de la manière de traiter ce point de vulnérabilité. Avec le PPE, depuis des mois, en particulier avec mon collègue du PPE, Markus Pieper, nous disons l'urgence d'agir sur ce sujet fondamental. Bien sûr, nous ne soupçonnons pas toutes les ONG d'être vecteurs de corruption. Bien sûr, nous ne soupçonnons pas tous les militants dans les associations de s'engager avec de mauvaises intentions. Ce serait complètement absurde de notre part et nous croyons évidemment à la sincérité de l'immense majorité d'entre eux. Mais même les plus sincères peuvent se trouver, sans le savoir parfois, instrumentalisés par des causes qui les dépassent. Et c'est la raison pour laquelle il est fondamental, puisque on parle sans cesse de transparence, que la transparence s'applique aussi aux organisations non gouvernementales qui sont aujourd'hui, de façon tout à fait singulière, exemptées de ce type de préoccupations. Après le Qatargate, on nous a imposé une nouvelle salve de règles à nous, parlementaires. Nous avons dû recommencer. Ça n'était pas nouveau pour moi parce qu'en France, c'est déjà exigé une déclaration de patrimoine, une déclaration de revenus. Vous pouvez, chers amis, tout savoir sur ce que vos députés, y compris moi, ont gagné au cours des dernières années qui précèdent leur mandat, sur ce qu'ils possèdent, sur les associations dans lesquelles nous-mêmes nous sommes engagés.
j'ai dû déclarer mon engagement bénévole, par exemple, pour quelques associations, dont les soirées de la philo que je continue à Paris. Et tout cela, évidemment, est très important pour que vous sachiez que cela peut être un biais dans mon engagement, n'est-ce pas? Les soirées de la philo, une activité que je fais sans avoir jamais gagné d'argent dans cette opération. Enfin, tout ça, évidemment, est totalement transparent. Maintenant, nous sommes même obligés de déclarer tous nos rendez-vous dans le cadre de notre activité parlementaire. Vous pouvez connaître toutes les discussions, les rencontres, les échanges que nous avons avec tous ceux qui viennent nous solliciter pour parler du contenu du travail législatif. La transparence s'applique à nous, elle s'applique à toutes les entreprises qui viennent faire du lobbying et c'est parfaitement normal que ces entreprises soient soumises à des règles de transparence. Finalement, le seul acteur qui aujourd'hui n'est pas regardé de près, eh bien, ce sont pourtant les ONG qui ont été directement impliquées. Je le redis, dans l'histoire du Qatargate, c'est le point que personne n'a voulu regarder de près. Personne. Sinon, nous, encore une fois, avec le PPE, nous avons mené avec détermination cette bataille et nous avons soumis au vote de nos collègues hier un rapport sur la transparence des ONG. Ce rapport, puisqu'il s'agit de trouver un équilibre avec les positions de chacun, redit la nécessité de s'appuyer sur le monde associatif, sur le monde de ceux qui s'engagent dans des ONG pour servir des causes. Bien sûr, encore une fois, nous ne nions pas la nécessité de cet engagement, la réalité, la sincérité, sa valeur ajoutée, mais nous disons simplement qu'il faut quelques règles claires. Et par exemple, chose qui nous paraissait évidente, qu'il faut que lorsque l'Union européenne, qui est le principal financeur de ces ONG, contribue au financement d'une organisation non gouvernementale, elle le fasse avec une vraie transparence sur le budget de cette ONG. Amendement refusé par la gauche et par les macronistes. Nous disions qu'il paraît absolument évident, en tous les cas pour nous, c'était normal que les ONG doivent garantir la transparence de leur financement, ne serait-ce qu'envers leurs propres bénévoles, envers leurs propres salariés, envers ceux qui s'engagent pour les causes qu'elles portent, pour que cette transparence sur les financements puisse permettre de comprendre quels sont les intérêts qui peuvent agir à travers elles, qui peuvent parfois s'en servir. L'association L214, par exemple, qui milite contre les mauvaises pratiques dans l'élevage ou dans les abattoirs. Vous avez certainement vu la manière dont L214 fait intrusion dans des abattoirs en France pour filmer des vidéos sensationnelles qui dénoncent le mauvais traitement parfois infligé aux animaux. Et là encore, nous ne nions pas la générosité et le désintéressement de ceux qui s'engagent pour la cause du bien-être animal. Mais c'est intéressant de savoir que l'association L214, qui milite contre l'élevage en France, est en réalité financée, ça n'est pas moi, c'est France Inter qui l'a montré, par des fonds financiers américains qui sont eux-mêmes impliqués dans le développement de la viande de synthèse. Si vous êtes un industriel qui veut fabriquer de la viande de synthèse, vous avez tout intérêt à fragiliser l'élevage dans nos pays européens. Et je crois qu'il est fondamental que le public le sache. Ça n'empêche pas l'association de continuer son travail autant qu'elle le souhaite, mais c'est important que tout le monde comprenne toutes les forces qui peuvent agir à travers des associations, à travers des ONG. Pourquoi ne pas exiger cette transparence, puisque c'est le mot-clé qui est imposé à tous aujourd'hui. Amendement, là encore, refusé par la gauche et par les macronistes. Nous demandions que la Commission européenne produise un règlement sur les ONG qui permette de garantir la bonne gouvernance de ces organisations, qui permette de garantir qu'elles sont en ligne avec les valeurs que nous défendons dans l'Union européenne, les principes de nos démocraties. Amendement refusé par la gauche et par les macronistes. C'est une chose très étrange, au fond, qu'il y ait des forces politiques qui cherchent à entretenir cette opacité. Je crois pour ma part au contraire que si nous voulons reconstruire la confiance des citoyens dans la démocratie, eh bien nous avons le devoir, encore une fois, de nous donner les moyens de cette confiance. Cela vaut pour nous, et nous y sommes déjà astreints. Cela vaut pour tous ceux qui interagissent avec le processus décisionnel européen. Et pourquoi cela ne vaudrait-il pas pour les ONG dont le rôle est considérable dans ce même processus décisionnel? Vous êtes nombreux à nous poser la question du lobbying dans ces institutions. Évidemment, le lobbying est ici très présent. Mais le lobbying le plus massif, le plus déterminé, le mieux financé, souvent le plus professionnel, c'est celui qui vient d'ONG, souvent des ONG environnementales, pour la plupart d'entre elles, qui sont extrêmement actives. Prenons un secteur dont je me suis beaucoup occupé au cours des dernières années, sur lequel je continue de m'engager. J'interviendrai aujourd'hui même en plénière sur le sujet, le secteur de la pêche. Et je terminerai par là. Dans le monde de la pêche, il est fascinant de voir à quel point chaque décision fait écho au travail massif que des ONG peuvent faire. Sur chaque texte, nous sommes saisis, nous recevons des messages, des mails, souvent parfois des campagnes de mails massives organisées par des ONG environnementales. Et là encore,
je le redis, je ne nie pas que ces ONG jouent un rôle sincère, désintéressé, avec une vraie exigence quant à la cause qu'elles veulent servir. Le fait est, malgré tout, que nous importons aujourd'hui 75% des produits de la mer que nous consommons. Et si j'étais pour ma part un acteur industriel de la pêche industrielle dans un pays tiers, en Asie par exemple, au Japon, en Chine, ou bien aux États-Unis, probablement je passerais par le vecteur des associations environnementales pour pouvoir, en fragilisant la pêche européenne, vendre encore plus de poissons dans l'espace européen. Nous voyons à quel point aujourd'hui nous avons créé par exemple des comités consultatifs pour gérer des espaces maritimes qui sont communs avec d'autres pays. Dans ces comités consultatifs, nous avons donné une place centrale aux ONG. Nous voyons des acteurs industriels dans des pays tiers qui créent des ONG, pour le coup, cette fois-ci, souvent parfaitement factices, dans le seul but de récupérer les données sur ce qui se passe dans ces conseils consultatifs et d'influencer la manière dont la décision s'y prend au détriment des pêcheurs européens. Il est temps de sortir de la naïveté. Et nous avons le devoir de travailler ensemble avec responsabilité pour servir la cause de l'environnement, des droits fondamentaux, la cause des droits sociaux qu'il faut faire progresser dans le monde. Mais nous avons aussi le devoir de regarder en face le fait que ceux qui veulent fragiliser ces causes utilisent souvent à leur détriment les mêmes principes que nous voulons défendre. Quand une ONG qui s'appelle Fight Impunity aurait distribué des valises de billets pour le Qatar, je crois que la démocratie européenne n'en sort pas grandie et nous continuerons de porter cette cause de la transparence malgré le fait que s'y opposent par idéologie, sans doute par connivence, peut-être aussi par proximité personnelle parce que, comme l'a montré le Qatargate, ce sont aussi ces ONG souvent des points où atterrissent d'anciens parlementaires, ce sont des lieux où se forment de futurs parlementaires. Peut-être ces proximités empêchent-elles certains groupes politiques de garder leur lucidité sur ce point de fragilité. Pour notre part, nous continuerons de garder les yeux ouverts et nous obtiendrons, j'en suis sûr, qu'enfin la transparence soit garantie aux citoyens de nos pays sur ce sujet fondamental. Merci beaucoup et à très bientôt.